Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour votre présence à nos côtés pour accueillir Gérard Berthommieux, qui est professeur de langue et littérature à Sorbonne Université, que nous connaissons bien à la Bibliothèque publique d'information, puisqu'il a été le co-commissaire et conseiller scientifique de l'exposition que nous avons consacrée il y a quelque temps à Jean Echenoz. Et c'est aujourd'hui dans le cadre d'un cycle qui s'appelle « Le pouvoir des mots », qui a donc plusieurs volets, plusieurs rendez-vous, plusieurs occurrences depuis le début de l'année, que nous avons sollicité Gérard Berthommieux pour mener une masterclass de stylistique moderne, dont je suis ravie de voir que la stylistique moderne recueille un grand succès. Et donc je vous remercie tous de votre participation. Voilà, juste quelques mots sur le cycle Le pouvoir des mots. C'est un cycle donc, qui a commencé l'année dernière, qui est mené par l'une de mes collègues, Caroline Reynaud, qui n'a pas pu venir ce soir, mais que vous verrez peut-être à d'autres occasions. Les prochaines occurrences sont un rendez-vous qui s'appelle « Ma thèse en 5 minutes », qui va avoir lieu le 21 octobre prochain. Et puis l'entrelac de 2 volets, d'une part autour du conte et de l'art du conte en partenariat avec la Maison du Conte de Chevilly-Larue au mois de novembre, très exactement le 25 novembre. Et puis encore de nouveau en janvier, une masterclass autour du stand-up en partenariat avec la Nouvelle Scène et des volets qui vont se poursuivre autour du discours politique. Donc ça, c'est pour la vision d'ensemble, panoramique de ce cycle. Concernant donc les stylistiques autour de l'art du langage, de la langue et les incursions que nous allons faire grâce à Gérard Berthommieux dans la littérature du XXe et du XXe siècle, les prochains rendez-vous auront lieu le 2 mars et ensuite le 11 mai. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. À tout à l'heure. Bien, alors merci à tous, bonsoir à tous. Alors, vous avez dans l'exemplier que vous allez pouvoir suivre, qui correspond au déroulé de l'exposé. Donc, vaste programme, comme disait un général que vous connaissez, que le pouvoir des mots. J'ai donc pris le parti de choisir un angle d'attaque qui est représenté dans votre titre par le mot « consistance ». À mon avis, si l'on veut rendre compte du pouvoir du signe, c'est-à-dire du signifiant en littérature moderne, c'est par le mot consistance qu'on peut y arriver. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que le mot lui-même est consistant, hein, il a une vaste compréhension et on va essayer de la réduire. Alors, je vais vous donner en plan cavalier le chemin que nous allons suivre. Il y aura essentiellement 2 grands volets. Ils sont soulignés par l'encadré vert de votre exemplier. Le premier s'intitule « D'un usage du mot consistance dans le lexique proustien à une poétique de l'hologramme verbal ». Alors, cela vous donne le chemin, c'est-à-dire que nous allons partir de l'usage du mot consistance et d'un mot qui illustre le principe de consistance dans le texte de Proust. Il s'agira d'un extrait de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Et vous allez très vite vérifier avec l'analyse que Proust ne peut plus penser le mot consistance, et cet héritage va se poursuivre au-delà de lui, sans réactiver les composants étymologiques du mot. Pensez que lorsque vous dites que telle chose consiste en telle chose, vous déclinez un ensemble d'éléments. Or, l'étymologie de consister, c'est cum sistere. Sistere, c'est une variante de stare. Ça veut dire se tenir ensemble. Et la consistance, c'est la possibilité pour plusieurs choses d'être ensemble et d'être saisies en même temps. D'où le fait que pour nous, la consistance, c'est la densité, c'est l'épaisseur matérielle, c'est éventuellement la pesanteur, etc. Donc cet élément essentiel de rappel de l'étymologie va définir un sens propre à l'idiolecte proustien de consistance, et c'est de ce sens-là que va hériter toute l'esthétique du mot au XXe siècle sous des aspects très divers. Et le principe de consistance m'amène à penser, je ne pense pas que la réduction soit trop grave, que le mot est à concevoir exactement comme un hologramme. Pour tout écrivain du XXe siècle, de manière patente ou latente, le mot, dans son pouvoir,
est un hologramme. Alors là aussi, pensez le mot étymologiquement. Hologramme, c'est très simple. C'est holos en grec, ça veut dire tout. Et gramme, c'est l'écriture. Donc c'est l'écriture du tout. Alors, quand le mot est hologramme, c'est très simple. Ça veut dire qu'il est toujours, d'une manière ou d'une autre, le graphe de la densité d'un tout. Et c'est toutes les manières possibles, ou presque, de concevoir ce graphe de la densité d'un tout que l'on va essayer de décliner. Alors, nous passerons à ce moment-là, une fois que nous aurons vu comment consistance peut être un mot propre à l'ordre proustien, on verra comment le mot consistance devient un mot d'ordre de toute l'esthétique littéraire qui a suivi. Et j'ai sélectionné 3 axes, alors sous la deuxième partie, qui se trouve au bas de la page 2, aspect de l'hologramme verbal. Alors je passerai en revue 3 choses qui peuvent être déclinées de centaines de manières. Je vais être obligé de choisir et de sélectionner, bien entendu. Premièrement, au bas de la page 2, vous avez le titre de 1, c'est l'hologramme ou la figure du tout en un, aspect de la condensation. Alors, l'écriture proustienne va relancer un problème qui est vieux comme la littérature, mais auquel il a donné une ampleur considérable, c'est celui de la simultanéité. Et on va examiner comment justement le pouvoir des mots va se bâtir contre un défaut de la langue. Vous verrez tout à l'heure l'épigraphe que j'ai inscrite, empruntée à Mallarmé pour le dossier, quand il dit que la littérature rémunère le défaut des langues. Eh bien, en voilà un premier défaut, et voilà un premier pouvoir de l'hologramme, c'est-à-dire que le mot, dans sa consistance, va pouvoir exprimer simultanément plusieurs choses. Alors, c'est le premier aspect très important que nous envisagerons. Le deuxième aspect, alors c'est le plus connu, enfin, du moins pense-t-on, quand on dit consistance, bien entendu, on dit densité matérielle. Et dans l'hologramme, vous savez qu'un hologramme donne l'illusion d'une présence matérielle. Eh bien, cet aspect de l'hologramme recouvre ce que l'on a appelé quelquefois la motivation du signe et ce que l'on appelle plus généralement le cratilisme, en mémoire, vous le savez, du dialogue de Platon, où Socrate et Cratyle s'affrontent. Cratyle défend l'arbitraire du signe, Socrate, au contraire, défend une motivation originelle du mot, et on a appelé ça le cratilisme. Alors on verra certains aspects du cratilisme. J'étais d'accord avec Emmanuel pour choisir comme affiche de la série, le fameux calligramme d'Apollinaire extrait des poèmes à loup. Alors il est évident que les calligrammes d'Apollinaire sont la forme la plus connue, la plus répandue, la plus spectaculaire, au sens premier du terme, de l'hologramme et de la consistance. Mais vous verrez, le cratilisme a bien d'autres aspects, même par le parcours très rapide que nous ferons, vous allez en découvrir des aspects qui sont beaucoup moins connus, mais qui sont très importants. Enfin, troisième chose, et j'y tiens beaucoup, c'est un peu ma spécialité, et ça nous occupera pour les autres séances. On abordera la troisième partie, alors qui se trouve plus loin dans votre exposé, c'est à la page 8, 2-3. Alors j'ai intitulé ça « L'hologramme ou la réduction eidétique d'une vision du monde, aspect de l'ordre stylistique ». Je voudrais juste, c'est une pierre que je pose pour plus tard, lire la citation qui est tout à fait en haut de la page, qui est également un texte de Proust emprunté à sa correspondance. C'est sans doute la meilleure définition qu'on ait donnée du style d'auteur, qui, disait Proust, est toujours une affaire de vision. Voici ce qu'écrit Proust. Et vous allez voir en quoi le pouvoir du mot est directement, et sa consistance sont directement conservés. Si l'on réfléchit à ce qui fait la manière des grandes œuvres, elle se reconnaît à une espèce d'ordre où toutes les choses, perdant leur premier aspect de choses, sont venues se ranger les unes à côté des autres dans une même lumière, sans un seul mot qui reste en dehors, qui soit réfractaire à cette assimilation. Donc le style se définit comme un pouvoir extrêmement puissant de cohérence interne, si bien que tout est lu et lisible sous le même angle, et forcément, tous les mots sont attirés vers un même centre de signification qui définit cet ordre précisément. Je n'ai donc pas besoin de vous dire que n'importe quel mot d'un écrivain, particulièrement on se posera la question, quelques mots que l'on dit quelquefois des mots vedettes. Bon, je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie, mais j'y crois beaucoup. Il ne faut pas s'étonner que certains mots soient évidemment la réplique
en miniature de tout l'univers de vision que présente un style. Si bien qu'on peut très bien, à partir d'un mot, reconstruire, le microcosme renvoie au macrocosme, reconstruire certains univers, bien entendu, d'écrivains. Donc c'est peu dire qu'à ce moment-là, vous le verrez par exemple avec le mot flottement chez Supervielle, vous le verrez avec les mots envers et endroit chez Camus, c'est peu dire effectivement que ces mots sont consistants, puisqu'ils font tenir ensemble, dans leur propre compréhension, l'aperçu entier de ce que peut être un univers stylistique. Ils sont donc hologrammatiques, c'est le peu de le dire. Me suis-je fait comprendre? C'est un peu abstrait, mais vous voyez à peu près où l'on va. On va de toute façon voir le détail maintenant. Alors je reviens au point de départ, et on va commencer par saisir le mot consistance à sa naissance, si je puis dire, hein, c'est-à-dire dans le texte proustien. Alors ce texte, écoutez, si vous voulez faire lire et comprendre Proust à vos étudiants ou à vos amis, vous lui faites lire ce texte. Ce texte, c'est le résumé de la recherche. Vous allez voir, il y a tout, pratiquement. Tout l'essentiel du moins. Alors il s'agit des promenades du jeune Marcel avec Madame de Villeparisis dans l'arrière-pays normand de Balbec. Je vous lis le texte, vous le lisez avec moi. Alors, j'ai souligné l'important, bien sûr, hein, vous le repérez au passage. Cette route était pareille à bien d'autres de ce genre, montant en pente assez raide, puis redescendant sur une grande longueur. Sans le savoir, elles sont par avance comme les phrases de Proust. C'est pas hasard, mais bien sûr. Au moment même, je ne lui trouvais pas un grand charme. J'étais seulement content de rentrer. Mais elle devint pour moi, dans la suite, une cause de joie, en restant dans ma mémoire comme une amorce. Je vous rappelle que dans le lexique des ponts et chaussées, l'amorce, c'est l'ébauche d'un début de route. Comme l'amorce, une amorce où toutes les routes semblables, sur lesquelles je passerai plus tard au cours d'une promenade ou d'un voyage, s'embrancheraient aussitôt, sans solution de continuité, et pourraient, grâce à elles, communiquer immédiatement avec mon cœur. Car dès que la voiture ou l'automobile s'engagerait dans une de ces routes qui aurait l'air d'être la continuation de celle que j'avais parcourue avec Madame de Villeparisis, ce à quoi ma conscience actuelle se trouverait immédiatement appuyée comme à mon passé le plus récent, ce seraient, toutes les années intermédiaires se trouvant abolies, les impressions que j'avais eues par ces fins d'après-midi-là. Raccordées, alors pesez bien ce mot, raccordées à celles que j'éprouvais maintenant dans un autre pays, sur une route semblable, s'entourant de toutes les sensations accessoires de libre respiration, de curiosité, d'indolence, d'appétit, de gaieté qui leur étaient communes, ces impressions se renforceraient, prendraient la consistance d'un type particulier de plaisir, d'un cadre d'existence. Si je prends le mot « raccorder », je m'aperçois que le mot « raccorder » consiste en la somme directe ou indirecte de tous les éléments cardinaux de ce passage. Et je m'aperçois que pour commenter le travail stylistique dont fait l'objet ce mot raccordé, je n'ai pas besoin d'autre chose que les mots qui, dans le texte, non pas décrivent l'écriture de Proust, mais décrivent l'expérience d'une redécouverte de tout l'espace et d'où le temps perdu. Tout se met à communiquer et tout est rassemblé, le temps est retrouvé. Alors regardez, je prends raccordé, mais raccordé dans son écriture est l'image d'un temps devenu réversible, parce que c'est ça le temps retrouvé. Hein. Ce n'est pas le temps unidimensionnel, c'est le temps qu'on peut parcourir en tous sens et qui peut tout englober. Pourquoi? Parce que raccordé, c'est une épithète. L'épithète, elle a un support nominal. Elle est reliée à quoi? Alors regardez mon schéma en bas. Elle est reliée en amont à impression. Mais au lieu de vous ramener vers le passé du texte, elle vous conduit aussi vers l'avenir, puisque impression est répétée non plus en amont, mais en aval. Autrement dit, c'est un fil au moins bidimensionnel du temps. À partir de là, non content d'être bidimensionnel, le temps va se mettre à rayonner un peu partout. Parce que vous vous apercevez que le guidage de l'impression raccordée de raccorder à l'impression vous montre que le texte s'écrit sans solution de continuité, il n'est que continuation, et bien entendu, on peut à partir de n'importe quel mot
s'embrancher sous les deux autres. Le mot raccordé, vous allez le voir, va devenir un embranchement à partir duquel on peut aller dans toutes les directions, bien entendu. Alors par parenthèse, si vous sortez du niveau des micro-unités et si vous pensez au roman, vous savez très bien que pendant très longtemps, jusqu'à Proust en fait, le chronotope du roman, vous savez, la représentation du temps à travers l'espace que cultivent les romans, le chronotope essentiel du roman, ça a été la route. À partir de Proust, c'est le carrefour, c'est l'embranchement. C'est la multiplicité des voies possibles, puisque le temps redécouvert permet de rayonner à travers toute l'expérience. Donc, embranchement, ça vaut pour les micro-unités comme ça vaut pour la composition en général. Et si maintenant vous prenez raccordé, eh bien raccordé, il fait un peu comme dit le texte, la somme de tout ce qui est arrivé. Raccordé, il fait écho à quoi? Raccordé, je vous rappelle que raccordé ou accordé, c'est formé sur cœur. Accorder, c'est réunir deux cœurs. Dans raccorder, vous avez la base lexicale, corde, qui est cordis. Regardez le début de la phrase qui précède raccorder, 5 ou 6 lignes avant. Vous avez « et pourrait, grâce à elle, communiquer immédiatement avec mon cœur ». Cœur est retrouvé dans raccorder. Si je suis cœur, après cœur, j'ai car. Et après car, j'ai des que. Raccordé, la finale de D fait écho à des que. Et si je prends car, vous inversez car et vous avez le début de raccordé. Vous avez raccordé. Car est la métathèse de rac. Les deux sont possibles. Alors, à la lettre, rac ainsi écrit devient ce qu'on appelle un ambigramme. Et un ambigramme, c'est la forme du temps tel qu'il existe chez Proust. Il peut se poursuivre dans les deux sens. N'importe quel petit morphème à l'intérieur d'un mot est figure de l'ensemble. Alors, vous conviendrez qu'avec moi, le mot, à partir de là, devient particulièrement consistant. Il fait tenir en lui-même un horizon absolument considérable. Eh bien, c'est ce mirage, en fait, de figure du tout à l'intérieur d'une unité qui allait obséder toute la littérature, même, je pense, Christelle, pour rappeler un vieux débat, même l'Oulipo. On n'aura pas le temps d'en parler ce soir, mais j'en parlerai. Même des littératures non référentielles au premier degré ont gardé le souvenir de ce traitement du signe. J'en suis absolument persuadé. Bon, mais ça, on en reparlera peut-être. Alors, regardez tout de suite, pour vous montrer que l'héritage proustien est très vite retombé. Et on ne l'a pas suffisamment... On a trop étudié Proust comme refermé sur lui-même, me semble-t-il. Or, sa leçon se trouve chez des auteurs auxquels on ne penserait pas a priori. Exemple, un auteur qui m'est cher, bien sûr, c'est Giono. Giono est un grand lecteur de Proust, et le principe de l'écriture consistante, il a très bien compris comment on pouvait la manier. Alors, j'ai mis dans l'exemplier... Si vous ne connaissez pas ce texte, il est peu lu. Je vous engage à le lire. C'est le plus grand texte de Giono, je pense. C'est Noé. Et dans Noé, Giono donne une sorte d'art poétique vivant de son écriture. C'est la cueillette des olives. Il raconte à un moment qu'il grimpe dans l'arbre en plein hiver, il fait un froid de canard, il a les doigts gourds, les pieds gelés, et il s'accroche à l'olivier pour faire tomber ses olives et pour cueillir ses olives. Et voici ce qu'il dit. Je passe sur le petit B, je le mets en parenthèse, c'est le petit C. Je comprends pourquoi la sagesse paysanne de cette terre de l'olive emploie le mot ramasser au lieu du mot cueillir. C'est un amas qu'on fait au milieu de ces oliviers veloutés. Et c'est le plaisir d'amasser qui me tient. Joie de caresser cette peau poudrée, si douce à la peau de mes doigts. Joie qui se renouvelle de fruits. Non, j'ai sauté une ligne, pardon. Joie de la matière du fruit, lourde, ovale et violette dans ma main. Joie qui se renouvelle de fruit en fruit à mesure que j'arrache les fruits de la branche. Joie promise des fruits qui sont encore en bouquet sur les branches et à laquelle je ne peux pas résister. Je préfère résister au froid et rester là et atteindre les fruits et assouvir cette joie sensuelle sans fin et dont le désir est à chaque instant assouvi et renouvelé. Je n'ai pas besoin de vous dire à quoi fait penser ce ressassement rythmique qui conduit à une sorte de petite mort. C'est clair comme le jour. Je ne vais pas faire
je ne vous fais pas de calligramme, ce n'est pas la peine. Bon. À cet instant même, je n'ai plus besoin de perspective d'évasion. Je vis de concupiscence. Bigre, n'est-ce pas la louve de Dante, chargée de tous les désirs dans sa maigreur. Nous avons tous lu Giono, enfin au moins certains textes, vous connaissez tous Un roi sans divertissement, vous savez que le plaisir est en réalité un plaisir meurtrier, très ambivalent, et j'ai arrêté le texte là, mais plus le texte progresse, plus on s'aperçoit que ce plaisir, cette sensualité, est en réalité une sensualité violente qui est à 2 pas de l'acte meurtrier et de l'acte violent, en tout cas. Comme le dit très très bien, j'ai mis la citation au-dessous, un autre passage de Noé, il dit « violence ». De rapt, d'enlèvement et de départ. Ça décrit très très bien ce texte-là. Mon olive, mon innocente olive, mais elle contient tous les démons de l'homme. Elle ramasse elle-même tout le texte. L'écriture est un amas. Et mon olive, elle devient énorme. Pourquoi? Parce qu'elle va aligner, elle ramasse tous les mots qui consonnent avec elle. Regardez, j'en ai mis quelques-uns au-dessous. Les oliviers sont veloutés. Veloutés, j'ai mis en gras toutes les lettres ou les graphèmes que vous retrouvez dans olive. La couleur, elle est comment? Elle est violette. Violet, mais c'est quasiment un anagramme d'olive. Et tenez-vous qu'elle devienne consistante, l'olive, n'est-ce pas? Elle signifie même d'elle-même sa couleur. La forme, elle est ovale. Alors là, j'ai oublié de mettre en parenthèse le A, qui n'est pas dans olive, mais peu importe. Ovale, il y a quasiment toutes les lettres d'olive. Bon. Ensuite, il y a la fin, la maigreur terrible de la louve. Mais rien ne consonne plus avec la louve que l'olive. Vous entendez? Bon, c'est une paronymie extrêmement étroite. Et je vous fais remarquer, alors vous suivrez dans Noé, vous irez jusqu'au bout, que le mot viol et le mot violence, qui irriguent ce texte, eh bien, eux-mêmes contiennent toutes les lettres d'olive. Donc là, la consistance, elle est criante, à la manière de Giono, avec une cruauté et une ambivalence dans la sensualité qui n'est pas toujours chez Proust, les deux univers sont très différents, mais le principe générique est le même, c'est celui d'une consistance absolue du mot. Bon, je pense que vous avez vu à peu près le principe. Si vraiment il y a une question qui se trouve, vous m'arrêtez, je suis prêt à répondre, bien entendu. Alors, olive comme raccordé, ce sont effectivement des hologrammes verbaux, n'est-ce pas? Ils sont les graphes d'une densité, d'un tout, hein, aussi bien l'un que l'autre, et c'est maintenant ces aspects d'hologrammes que nous allons diversifier. Je passe en 2, au bas de la page 2, et je commence par le 2.1. Alors, le problème de la simultanéité. Alors, comme je vous le disais, bon, avec quelques-uns d'entre vous tout à l'heure qui étaient en avance, j'abordais déjà ce problème. Ça ne date évidemment pas du XXe siècle, mais le problème de l'impossibilité de dire les choses simultanément a hanté l'esthétique littéraire du XXe siècle. Alors, je pense, pour moi, il y a une source, c'est qu'il y a le genre du 19e, musical du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, c'est l'opéra. Et vous savez que l'opéra a cultivé le genre des ensembles. Plus il avance dans son histoire, plus il montre la possibilité de faire chanter plusieurs personnes en même temps. C'est plus qu'une polyphonie, parce que la polyphonie c'est un peu oublié par le 19e siècle, hein, mais le genre de l'opéra a été déterminant. Vous allez voir d'ailleurs une citation de Hugo qui le prouve dans un instant. Donc ce problème de la simultanéité est terrible, puisque le langage naturel, la langue naturelle, ne peut dire les choses que successivement. Elle ne peut pas exprimer plusieurs choses en même temps. Vous ne pouvez pas faire tenir ensemble, en un même instant, plusieurs choses. Autrement dit, une des figures de la consistance va être la possibilité de dire plusieurs choses en un seul lieu, en un seul instant, mais pourtant pluriel. Alors j'ai mis quelques citations, je pourrais en mettre des centaines, au bas de la page 2 et en haut de la page 3, pour vous montrer l'impact de cette hantise de la simultanéité. Alors vous avez toutes les tonalités. Vous avez la tonalité tout à fait un peu loufoque des fleurs bleues de Queneau, qui fait parler l'abbé Onésifore et qui dit ceci, l'abbé, très bien semblant, fille Onésifore, je ne puis répondre simultanément, mon discours est linéaire comme tout discours humain.
Alors du genre plutôt un peu marrant, je passe au genre très sérieux avec, pardon David, Claude Simon, et vous avez à la page 3 une citation souvent reprise à Claude Simon qui dit tout très bien: surmonter cet obstacle qu'est la linéarité du langage pour tâcher de satisfaire ce besoin de simultanéité qui semble d'abord inconciliable avec elle. Vous voyez, partout, on arrive exactement au même constant. Je remonte dans le temps pour vous montrer à l'époque moderne à peu près à quelle époque ça commence. Hugo a été hanté par ce problème et dans une lettre à son gendre, Auguste Vacquerie, il écrit ceci. Et il sort, je vous le précise, d'une représentation de Rigoletto. Et vous savez qu'au début du dernier acte de Rigoletto, il y a ce qu'on appelle le quatuor de Rigoletto, où Verdi arrive à faire chanter 4 personnes qui chantent des choses complètement différentes. Et en même temps, Hugo, dans son théâtre, n'a jamais pu le faire. Alors il écrit ceci. Vous savez avec quel déplaisir je subis la parodie de mes drames en opéras italiens. Ça lui reste là. Mais si seulement je pouvais, moi aussi, dans mes drames, faire parler simultanément 4 personnages de telle manière que le public en perçoive les paroles et obtenir un effet égal à celui-ci. Il est vert de jalousie, visiblement, hein, il ne peut pas le faire, du moins dans le théâtre. En poésie, c'est autre chose, on va le voir. Enfin, toujours Giono, je ne peux pas résister à vous lire le texte le plus drôle et en même temps le plus intelligent sur la simultanéité que vous trouverez toujours dans Noé. Je vous engage, je n'en ai mis qu'un bout, hein, vous pourrez le lire en entier, il est tout à fait étonnant. Voici ce que écrit Giono. Le musicien peut faire entendre simultanément un très grand nombre de timbres. Il fait trotter à la fois tous les instruments. Il y a évidemment une limite qu'il ne peut dépasser. Mais nous, avec l'écriture, nous serions bien contents de l'atteindre, cette limite. Car nous sommes obligés de raconter, ça c'est merveilleux, à la queue leu-leu. Les mots s'écrivent les uns à la suite des autres. Tandis que Bruegel, il tue un cochon dans le coin gauche, il plume une oie un peu plus haut, il passe une main coquine sous les seins de la femme en rouge, et là, haut à droite, il s'assoit sur un tonneau en brandissant une broche qui traverse une envilade de 6 beaux merles bleus. Pour raconter la même chose, moi, je n'ai que des mots qu'on lit les uns après les autres, et tout est dans la parenthèse, et on en saute. Alors évidemment, si en plus on en saute, là, il est toujours perdant. Texte absolument magnifique. Si vous avez ça, vous avez la clé de la simultanéité. Alors là aussi, il faudrait un séminaire d'une année ne suffirait pas à parcourir tous les aspects de cette écriture de la simultanéité, aussi bien à travers les micro-unités que les macro-unités, que le texte tout entier. Bon, on évoquait tout à l'heure l'influence du roman américain qui a fait beaucoup pour le simultanéisme. On peut là, avec l'étude de la disposition, aborder un tout autre chapitre. Je vais me limiter à un point, parce que je trouve que c'est un des plus remarquables. Ce point, c'est la façon dont le XXe siècle a théorisé et pratiqué l'expression simultanée, non pas simplement de 2 choses différentes, mais l'expression de 2 choses qui sont contradictoires, autrement dit qui sont absolument impossibles à lier l'une à l'autre. Je m'entends, bon là je parle en linguiste, n'est-ce pas? Contradictoire, ça veut dire que l'un des 2 mots ne peut pas prédiquer l'autre. Autrement dit, vous ne pouvez pas dire qu'une table ronde est ovale et que la couleur rouge ce matin est bleue. Ou alors vous sortez, bien entendu, des possibilités du langage logique. Eh bien, c'est cette possibilité d'assimiler la contradiction que le XXe siècle a beaucoup interrogé. Alors, 2 courants l'ont interrogé en même temps, à son façon. Il y a le surréalisme d'une part, et bien entendu de l'autre, la psychanalyse. Alors, le surréalisme, vous savez très bien le rapport entre les 2 courants, je n'ai pas besoin de vous faire un cours de littérature. Le surréalisme, sous la plume de Breton, il y a au moins 3 textes, je vous les ai réunis sous le B1, les 3 extraits principaux, où justement Breton désigne cette ambition d'expression. Je vous lis juste à la fin du passage, le dernier extrait. « Tout porte à croire, dit-il, qu'il existe un certain point de l'esprit, d'où vie et mort, réel et imaginaire, passé et futur, communicable et incommunicable, haut et bas, cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste une autre ambition que l'espoir de détermination de ce point. » Par parenthèse, il n'y a pas que le surréalisme. Mais bon, disons que le surréalisme s'y est particulièrement intéressé. Alors, à la même époque, pratiquement, Freud
s'intéresse au même aspect, et alors à travers plusieurs textes, dont un qui est finalement, on a fait l'expérience, Christelle, plusieurs fois, assez peu connu, et pourtant c'est un grand texte de Freud. Ce texte, alors vous avez la référence, page 4. Il s'agit de l'essai qui s'appelle « L'inquiétante étrangeté et autres essais », et c'est dans cet essai un article capital, je vous explique pourquoi, qui s'appelle « Sur le sens opposé des mots originaires ». Alors les citations qui précèdent sont empruntées à cet article. Il y a à la fois un extrait de Freud parlant du langage des rêves et un extrait d'un linguiste, je vous dirai lequel. Alors je reviens à la page 3 et je lis avec vous ces extraits. Le premier, sous la plume de Freud, le comportement du rêve, dit-il, à l'égard de la catégorie de la non-contradiction est frappant. Celle-ci est tout bonnement négligée. Le non semble ne pas exister. Les oppositions sont contractées en une unité ou représentées par un élément unique. Vous voyez, le rêve, effectivement, de faire tenir dans un signifiant deux éléments totalement contradictoires. Et ça, il l'a trouvé dans les rêves, puisque le langage des rêves, effectivement, outrepasse la logique. Alors, par parenthèse, parce que je sens la question venir pour tout à l'heure, ne me dites pas que la littérature avait trouvé depuis longtemps le moyen d'exprimer en une unité la contradiction. Vous pensez peut-être à une figure de style qui est très célèbre, qui est ce qu'on appelle l'oxymore. Mais n'oubliez pas que l'oxymore ne se présente que sous la forme d'un syntagme, c'est-à-dire l'obscure clarté. Ce n'est pas un seul mot. Le rêve tel qu'il est ici, l'ambition telle qu'il s'est développée, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire trouver un moyen de condenser en un seul signifiant deux perspectives qui sont contradictoires. Le reste, c'est trop facile, bien entendu. L'obscure clarté, tout le monde sait le faire. Il faut trouver autre chose. Alors, un beau matin, Freud n'a pas regretté de se lever parce qu'il a découvert un article d'un linguiste contemporain qui s'appelait Karl Abel. Et ce linguiste, qui était un spécialiste des langues originaires, avait pu avancer que dans certaines langues primitives, le sémitique, l'égyptien, eh bien, les mots, encore mal sans doute sortis de leur gang originelle, mais les mots avaient la capacité de concilier la pensée simultanée de deux éléments contradictoires. Alors, il cite et il commente Freud, Karl Abel. Je poursuis ma lecture. Alors, ça, c'est du Karl Abel, ce n'est pas du Freud. De toutes les excentricités du lexique égyptien, la plus extraordinaire est peut-être qu'en sus des mots qui unissent en eux des significations opposées et où l'on voit les pensées les plus ennemies confiées à un même signifiant, il possède d'autres mots composés dans lesquels deux vocables de sens opposés sont unis en un ensemble. Comme on ne pouvait concevoir le concept de force sans opposition à faiblesse, le mot qui voulait dire fort renfermait le rappel concomitant de faible. Vous voyez, c'est un peu comme le principe de l'écriture musicale. Les mots sont sur deux portées, en quelque sorte. Et ce mixte ne désignait ni fort ni faible seul, mais le rapport entre les deux qui avait produit les deux du même coup. Alors là, vraiment, Freud est tombé. Il avait trouvé son chemin de Damas. Imaginez, il trouve une caution dans la langue naturelle même de ce qu'il avait observé dans la langue des rêves, qui n'est quand même qu'un phénomène parallèle. Là, si jamais ça existe dans les langues naturelles, c'est formidable. Là, hélas, Benveniste, quelques décades plus tard, montrera que les théories de Karl Abel étaient une jolie rêverie, mais que ça ne tenait pas la route. Je vous passe la démonstration. Mais ce que dit Benveniste, tout linguiste qu'il est, pour une fois, voilà un qui ne méprisait pas trop la littérature, tout linguiste qu'il est, Benveniste dit il y a un domaine où finalement cette hypothèse du contradictoire se vérifie, c'est le domaine de la littérature. Alors, effectivement, on en trouve des exemples permettant à l'intérieur d'un signifiant quasiment d'exprimer deux choses. Regardez, alors, vous savez ce que Breton disait de Hugo ? Breton disait de Hugo, il est surréaliste quand il n'est pas bête. Alors, le meilleur Hugo anticipe justement un certain travail du surréalisme. Cette phrase de William Shakespeare qui m'a toujours fait rêver, c'est l'exemple C. Une lettre de plus et Noé était noyé. C'est-à-dire que le rapprochement des deux vous permet de ne plus lire Noé,
sans son exact contradictoire, puisque Noé, c'est le sauvetage, noyer, c'est le naufrage. Autrement dit, voilà un moyen d'arriver à créer un contrepoint à l'intérieur du mot. Autre exemple, alors beaucoup plus bizarre que celui de Hugo, encore que, c'est le fameux livre de Queneau, Les œuvres complètes de Salimara. Vous vous rappelez peut-être sa lit plus intime de la fin du roman. Il y a une série d'aphorismes redoutables, et il y a celui-là que j'ai transcrit, une vie, deux points, né en, point de suspension, néant. C'est-à-dire que le même signifiant, au moins phonique, exprime d'un coup et la vie et la mort. On lui donne la même figure. Donc voilà quelques tentatives, n'est-ce pas, au passage, de réaliser la synthèse des contradictions. Alors, je vais voir avec vous un exemple un peu plus, j'allais dire sérieux, donc tout est sérieux. C'est l'exemple Petit D. Alors j'y tiens parce que c'est un très grand poète, un peu négligé. Il s'agit de Robert Desnos. Vous savez que Robert Desnos a commencé par un surréalisme quasiment dada, avec des textes comme Rose c'est la vie, ou des textes très iconoclastes, il refait le Paternoster, etc. Et c'est un homme qui, sans abandonner l'imagination surréaliste, vous allez le voir très osé, a glissé vers une forme, a retrouvé une forme de lyrisme traditionnel, avec notamment des poèmes en vers alexandrin absolument magnifiques. Alors voici un extrait de Corps et Biens, le recueil Corps et Biens. Le poème s'appelle De silex et de feu. Et il comporte justement un des cas les plus intéressants de manipulation du signifiant dans le but d'exprimer l'envers et l'endroit, si je puis dire. Je vous lis le passage. Non, la mer, c'est la nuit qui dort pendant le jour, c'est un écrin pillé, c'est une horloge brève. Non pas même cela, ni la mort, ni l'amour, la mer n'existe pas, car la mer n'est qu'un rêve. Et moi qui l'appelais à l'assaut de la digue, je reste au pied des rocs jonchés de goémons, tandis que le soleil ouvert comme une figue, ça c'est une comparaison surréaliste, le soleil ouvert comme une figue saigne sur les tourteaux errant dans le limon. Jamais plus, alors attention à ce quatrain, jamais plus la tempête en sapant les falaises n'abîmera la ville 10. Ne prononcez surtout pas les icebergs, parce que là, alors, tout est par terre. Vous savez que la prononciation normale, ce n'est pas iceberg, c'est iceberg. D'ailleurs, pourquoi j'insiste, on abîmera la ville 10. Les icebergs ne dériveront plus, à moins qu'il ne me plaise, de recréer les flots, les voiles et les vergues. Des gens sentant la mort et la teinture d'iode, dans la putréfaction qui comblera les mares, une flore nouvelle apparaît comme une ode vers le ciel impalpable, où s'éteignent les phares. La ville 10, les icebergs. On dirait le commentaire de Breton que je vous ai lu tout à l'heure, où l'on cherche ce point où la différence entre le haut et le bas disparaîtra. La ville 10, vous connaissez la légende, c'est une ville au large des côtes bretonnes qui a été engloutie. Autrement dit, la ville 10 est sous le niveau des eaux. Et il continue par les icebergs. Iceberg, c'est le chiasme de ville 10. Il prend d'abord is et il finit par berg. Berg veut dire montagne, mais vous savez comment on dit montagne en allemand, c'est Burg. Autrement dit, c'est un paronyme de Berg. Donc, Isberg, c'est ville 10 inversée. Mais si la ville 10 est sous le niveau des eaux, l'iceberg, on ne voit que ce qui est au-dessus. Autrement dit, ce qui est en haut, la même apparence que ce qui est en bas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la suite aussi, parce qu'il dit « les icebergs ne dériveront plus, à moins qu'il ne me plaise de recréer les flots, etc., etc. » Alors, ne dériveront plus, vous pouvez comprendre au second degré, parce qu'il dit qu'il ne dérive plus, mais qu'est-ce qu'il fait en même temps? Il fait dériver iceberg de ville 10. Puisqu'en réalité, c'est ville 10 qui donne le mot suivant. Les deux seront semblants, si je puis dire, comme de gouttes d'eau, n'est-ce pas? Donc, alors, c'est lui qui est maître, bien entendu, du texte. Ça, c'est très moderne. Hein. C'est le principe de réflexivité du texte sur lui-même. On voit très bien que c'est du XXe siècle. Hein. Ne dériveront plus, à moins qu'il ne me plaise, de recréer les flots, les voiles et les berges. Oui, il recrée tout, et c'est déjà un pas pour ce que nous verrons plus loin, qui est le principe nomilaïste du style, n'est-ce pas? Il peut tout inventer, hein, la fleur nouvelle dont il parle à la fin. Donc voilà, c'est un exemple étonnant de cette quête, justement, de... Alors, je vais lâcher un gros mot, mais bon, si jamais vous le rencontrez, vous saurez ce que ça veut dire. C'est un mot qui a été lancé par Freud lui-même,
des exemples de ce que l'on a appelé l'énantiosémie, c'est-à-dire le fait de signifier en même temps deux choses contradictoires. En anti-osémie, sémie c'est sens, anti c'est inverse, et en est en grec un préfixe privatif. En antiosémie, Freud parlait aussi au départ de énantiodromie, c'est exactement la même chose, mais énantiosémie est, si je peux dire, plus clair. Eh bien, l'énantiosémie, c'est une des formes superlatives, je ne perds pas le fil en dépit des apparences, de la consistance du mot. Parce que vous voyez que il arrive à faire tenir ensemble des choses très très éloignées, et ça donne au mot un poids considérable, bien entendu. Pas de questions pour l'instant? On les garde pour tout à l'heure. Bon, je passe donc au point suivant. Alors, c'est au bas de la page 4, l'hologramme ou l'illusion de la présence matérielle, aspect du cratilisme. Bon, je vous ai rappelé tout à l'heure ce qu'on appelait cratilisme, je ne m'y attarde pas. Alors, le cratilisme, probablement à cause de l'influence du livre, aujourd'hui magnifique, de Gérard Genette, Diction et mimologique, où il fait l'histoire un petit peu du cratilisme. Le cratilisme, nous le pensons en fait sous un aspect principal. Or, en réalité, il y en a beaucoup d'autres, et là, j'en ai énuméré au moins 4 différents pour essayer d'élargir un tout petit peu le débat. Alors, d'abord, le calligramme est la forme la plus prégnante, disons, de cratilisme, la plus connue. Je vous rappelle donc celui d'Apollinaire. Ceux d'Apollinaire sont très connus. J'ai reporté, avant que nous ne voyions l'exemple de Ponge, j'ai reporté sur votre exemplier, je suis en train de me mélanger dans mes pages, laissez-moi le temps de retrouver le... Voilà, c'est la page 6. Je les avais déjà utilisés, Christelle, tu te rappelles. Bon, j'ai mis 3 figures pour changer un tout petit peu de... 3 figures. Les 2 premières, B1, B2, n'auraient pas été possibles sans la 3e. La 3e au-dessous, B3, n'est pas un calligramme, mais c'est un texte assez connu. C'est extrait d'un poète un peu fantaisiste, enfin d'auteur un peu fantaisiste. C'est Georges Fourest, et son recueil La Négresse blonde. Il a intitulé ça Pseudo-Sodé. Vous voyez, c'est le texte en bas, et Pseudo-Sodé, bien entendu, le texte est complètement vide, n'est-ce pas? Alors, c'est une manière de singer, en quelque sorte la consistance, mais c'est évidemment à l'envers. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est évidemment l'auteur de l'épigraphe. Vous voyez, il s'appelle Nemo, autrement dit personne. L'œuvre s'appelle Nihil, c'est-à-dire rien, et bien entendu, le sonnet est complètement vide, il n'y a que des croix. Alors, cette forme parodique a beaucoup inspiré par la suite. Au-dessus, je vous ai mis 2 poèmes qui sont des calligrammes, et des calligrammes, bien entendu, qui se souviennent d'Apollinaire, mais pour se moquer un peu gentiment. Alors, à gauche, vous avez un texte de Jean-François Bory qui s'appelle « Il pleut toujours ». Alors, vous voyez que la page est de haut en bas et de droite à gauche remplie de slash qui sont comme évidemment des gouttelettes d'eau, mais là, il y en a jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et l'autre fait vraiment penser à Apollinaire, c'est les gouttes de pluie de Robert Fabry. Alors, le texte s'appelle H2O, H2O, H2O. Alors, si vous regardez le dessin, les gouttes, c'est H2O écrit de haut en bas, sans arrêt. Et au bas de la page, vous ferez attention, puisque le dessin a d'abord été proposé par Apollinaire, il y a écrit Guillaume Apollinaire. Et alors les O de Guillaume et de Apollinaire sont par parenthèse réécrits en H2O. Bon, ça c'est un traitement humoristique, bien entendu, du calligramme. Alors, on connaît les calligrammes d'Apollinaire ou ceux-là, et ce calligramme est un calligramme qu'il faut appeler textuel. Or, en matière de figuration d'un dessin à travers le texte, il faut distinguer entre ce qu'on appellera un calligramme textuel et un calligramme verbal. On connaît moins le très grand nombre de textes que les poètes ou les écrivains en général ont consacrés à des mots en leur trouvant très exactement le profil d'une chose. Alors, le premier au XXe siècle, à ma connaissance, à l'avoir fait, et assez tôt dans sa carrière, c'est Claudel. Je ne sais pas si vous connaissez le mot. Est-ce que quelqu'un sait de quel mot il s'agit, à part les professeurs de Cagnes qui, évidemment, le savent?
Savez-vous de quel mot il s'agit, où Claudel voit dans ce mot le dessin même de la chose? Alors c'est un mot consistant, hein, puisque si la chose est là, exactement. C'est le mot locomotive. Alors il dit le L de départ. Alors c'est l'époque où il y avait des trains à vapeur, attention, et à charbon. Le locomotive, le L du départ, c'est la cheminée, bien entendu. Et regardez tous les O qui sont évidemment les roues de la motrice que vous voyez passer devant vous. Bon, fantaisie poétique, c'est le premier à l'avoir fait. Alors je vous ai mis, moi, un texte de Ponge. Donc ce sont les pages, c'est les pages 5, c'est la page 5. Hein. Alors, en fait, j'ai choisi ce texte parce qu'il permet de conjoindre à la fois le calligramme textuel et le calligramme verbal. Alors, il s'agit d'oiseaux, de Ponge. Vous voyez que vous avez le dessin d'oiseau, et le dessin d'oiseau est en réalité projeté, le texte que j'ai marqué au-dessous. Mais dans le texte que j'ai marqué au-dessous, je vais le lire avec vous, vous apercevez que Ponge, non seulement ne dessine pas l'oiseau, mais reconnaît l'oiseau à travers certaines lettres du mot. Donc là, c'est véritablement le calligramme verbal. Je lis avec vous. L'oiseau, les oiseaux. Il est probable que nous comprenons mieux les oiseaux depuis que nous fabriquons les aéroplanes. Le mot oiseau, écrit-il, il contient toutes les voyelles. Très bien, j'approuve. Mais à la place de l'S comme seule consonne, j'aurais préféré, voilà, j'aurais préféré l'L de l'aile, ou à l'eau, ou le V du bréchet, le V des ailes déployées, donc dans le V, il voit évidemment un dessin, le V d'Awis, Awis est l'étymologie d'oiseau, et ça donne oiseau. Oiseau étant en quelque sorte un terme, selon lui, plus motivé que oiseau, parce qu'il comporte quelque chose de l'objet oiseau et de son dessin. Le populaire dit zozio. Laisse, je vois bien qu'il ressemble au profil de l'oiseau au repos. Il faut avoir beaucoup d'imagination, mais bon, il voit l'oiseau dans l'S. Et oa et o de chaque côté, alors accrochez-vous, oa et o de chaque côté de l'S, ce sont deux gras filets de viande qui entourent le bréchet. Bon, tout l'oiseau y est, n'est-ce pas? Le mot est donc le dessin de l'oiseau, pas la peine de faire un texte sous forme de dessin pour y arriver. Donc, première distinction entre les deux. Deuxième distinction, je passe à la page 7. Le temps de retrouver mon... Deuxième niveau à distinguer, alors c'est en haut tout à fait, de cratylisme primaire, cratylisme secondaire, motivation première, motivation seconde. Alors, le calligramme, qu'il soit verbal ou qu'il soit textuel, représente ce qu'on appelle le cratylisme primaire, ce qu'on appelle aussi, c'est le terme utilisé par les linguistes, la motivation extralinguistique. Le mot, vous le savez, c'est la théorie de Saussure, est arbitraire. Le mot ne ressemble absolument pas à la chose. Là, Saussure l'a définitivement démontré. Mais il y a quand même une tradition qui veut que le mot ressemble à la chose. C'est ce qu'on appelle la motivation naturelle, la motivation extralinguistique. Il y en a une autre, et qui en littérature est infiniment plus importante. Et sans vous en rendre compte, on le voyait déjà quand on constatait que Isberg dérivait de Wildis, c'est ce qu'on appelle la motivation intralinguistique. Alors la question qu'il va nous falloir nous poser, c'est comment peut-on faire le rapport entre motivation intralinguistique et consistance. Je vais y venir dans un instant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que la motivation intralinguistique? C'est ce que l'on appelle traditionnellement, vous l'avez peut-être entendu sous ce nom, hein, l'étymologie seconde ou étymologie populaire. C'est-à-dire c'est une étymologie fausse qui est censée remotiver un mot dont on ne perçoit plus l'origine et dont le sens se trouble. Je vais vous donner un exemple très simple. Hein, bon, c'est un des classiques de l'étymologie seconde. Un fou furieux, vous dites que c'est un forcené. Et vous savez que forcené, vous l'écrivez avec un C. Autrement dit, vous pensez que forcené, un fou est forcené parce qu'il est furieux, il déploie une force considérable et vous rapprochez forcené de force. Forcené n'a rien à voir, en vérité, avec force. Le mot à l'origine, c'est, excusez-moi de cette érudition un peu hors littérature, c'est forcené, c'est-à-dire fort, l'adverbe qui veut dire en dehors de, au dehors, et cené, qui est l'adjectif de vieux français,
voulant dire sensé, qui a du sens. Autrement dit, un fort sonné est quelqu'un qui était en dehors de son sens. Il était fou. Seulement, fort a disparu de la langue, sonné a disparu de la langue, forcené, écrit avec S, ne parlait plus. Il était devenu inconsistant. On ne le raccroche plus à rien. Alors, l'étymologie populaire, dite seconde, par opposition à la première et à la vraie, consiste à quoi faire? Consiste à réorthographier le mot de telle manière à ce qu'on le mette en rapport avec une réalité connue et repérable. Et revoilà le mot doté d'une réalité consistante, forcenée. Voilà. Alors, l'étymologie poétique, c'est la même chose, mais bon, la littérature le fait exprès. Elle crée des étymologies secondes exprès. Et comme le dit Jacobson dans ses 8 éléments de poétique, et c'est une parole très profonde, il dit on ne parle que de la métaphore. La métaphore, dit-il, est loin d'être la figure première de la poésie. La figure première de la poésie, c'est l'étymologie seconde. Et ça, ils en font tous. Bon. Alors, c'est plaisant quelquefois, c'est en lisant qu'on devient liseron, hein, c'est le vers de Fombert bien connu. Il y en a de plus sérieuses et de magnifiques. Regardez, page 7, l'exemple de Jules Supervielle, que je vais vous lire. C'est un extrait de Oublieuse mémoire. Texte magnifique, et vous allez voir, c'est une des plus belles étymologies poétiques que je connaisse. Ô nature, que faisons-nous d'un jour d'été, d'une aube sans nuage et d'un non dilaté, d'un cèdre résumant la nuit même en plein jour, puisque l'homme ne voit rien de ce qui l'entoure. Même quand le soleil le précède et le suit, l'homme montre un visage alourdi par la nuit. Comme il m'efface, c'est la terre qui se plaint, hein, comme il m'efface avec sa gomme à ne rien voir, et ce vers admirable, il ne voit pas la rose auprès de l'arrosoir. Il porte autour de lui le brouillard de son être. Il ne voit pas la rose auprès de l'arrosoir. C'est un miracle poétique. Comment se fait-il qu'on n'y ait pas pensé plus tôt? Le mot arrosoir pour nous, mais il n'a même pas de rapport vérifiable avec l'eau. C'est un mot qui est vide d'apparence. Arrosoir, je vous ai mis à côté, tout petit, parce que j'avais presque honte de mettre ça à côté du Supervielle, je vous ai mis l'étymologie vraie. Arroser, ça vient de arrosare, qui a été en latin classique adrorare, et qui est formé sur ros, rosis, la rosée. Oui, ça fait un peu d'eau. Mais qui reconnaît encore la rosée dans l'arrosoir? Personne. L'arrosoir, il est inconsistant. C'est un mot mécanique, il s'est vidé de lui-même. Mais en revanche, quand vous reconnaissez rose dans arrosoir, vous vous dites, bien évidemment, à quoi sert un arrosoir? L'arrosoir sert à arroser les roses. Donc c'est la même famille. Et revoilà le mot redevenu d'une matérialité consistante et vraie. Donc ça, l'étymologie seconde, c'est une des clés de la poésie et de la vraie poésie, quelle que soit l'école. Hein. C'est intéressant, que ce soit les poètes archi-modernes ou plus classiques, ils l'ont tous fait. Hein. Hugo en fait comme il respire. Hein. La poésie de Hugo transpire l'étymologie poétique. Il y en a quasiment dans tous ses poèmes. Pas de questions? Je peux passer au suivant? Bon. Troisième point. Alors, ça m'est cher. Bon. Je viens de terminer un très gros article consacré à la métaphore chez Giono, à travers un thème dont je vous parlerai tout à l'heure. Et la relecture de Giono m'a permis de réaliser qu'on limitait le cratilisme à la catégorie, vous savez, ancienne de la rhétorique qu'on appelle l'élocutio, c'est-à-dire à la forme de l'expression. Or, justement, il dépasse largement ce niveau de l'élocutio. Et vous allez le voir. Alors, ça m'amène à cette distinction supplémentaire. Troisième distinction, il y a ce qu'on appelle un cratilisme d'apparence et il y a un cratilisme d'expérience. Et ce cratilisme d'expérience, il a fondé au XXe siècle un genre particulier à l'intérieur du roman, c'est ce qu'on a appelé le récit poétique. Depuis le Grand Maulne jusqu'au roman de Giono notamment, enfin, certains romans de Giono, ou jusqu'au Rivage des Syrtes, etc. etc. Bon, vaste domaine. Alors qu'est-ce que c'est que le cratilisme d'expérience? Le cratilisme d'apparence, c'est celui que nous avons vu. C'est celui qui postule, comme avec l'oiseau, qu'il y a une ressemblance entre l'apparence du mot et la chose qu'il évoque.
même stylisé. Donc cratilisme d'apparence figuratif. Le mot locomotive a la forme d'une locomotive. Le cratilisme d'expérience, il vous dit quoi? Non, il vous permet de retrouver avec les mots l'expérience vécue d'un voyage en locomotive. Autrement dit, ça rejoint le vieux problème de ce que la rhétorique appelait l'hypotypose. Le texte a la possibilité de vous raconter la chose exactement, enfin, l'événement, exactement comme si vous y assistiez. Alors regardez par exemple ce texte, ce passage extrait de Un des Beaux Mugnes de Georges Giono. Vous savez qu'un des Beaux Mugnes est dominé par un personnage de poète à sa façon, qui est Albin. Albin qui a un verbe poétique inné et miraculeux, qu'il parle ou qu'il se serve de son harmonica. Et face à lui, vous avez le narrateur du roman, qui est le vieil Amédée, qui est à la façon des personnages des premiers romans de Giono, un paysan un peu fruste, mais assez sensible, sinon sensible. Et voici ce qu'il dit du verbe d'Albin. Je vous lis le passage. Il appelait ça parler à Angèle, puisque vous savez qu'il est amoureux de cette fille qui s'appelle Angèle. Certes, j'ai mis verte, c'est pas verte, c'est certes, c'est un lapsus. Certes, ça pouvait s'appeler comme ça, mais au lieu de mots, c'était les choses qu'il vous jetait dessus. D'abord, ce fut un grand morceau de pays forestier arraché tout vivant, avec la terre, toute la chevelure des racines de sapin, les mousses, l'odeur des écorces. Une longue source blanche à dégoûter au passage, comme une queue de comète. Ça vient sur moi, ça me couvre de couleurs, de fleurance et de bruit, abois de chien, porte qui claque, foule qui court. Tout un village passe dans la nuit. Le plus fort, c'est que c'était dit avec nos mots et notre manière à nous. Autrement dit, les mots d'eux-mêmes ont la possibilité de vous restituer l'intégralité de la chose. Le graphe donne tout dans sa densité. C'est toujours la même chose, mais vous voyez, élargi cette fois-ci à tout un texte qui se développe. Autrement dit, pour terminer, de 2-4, eh bien, on s'aperçoit, et ça il ne faut pas l'oublier, que le cratilisme, il est dans la diction, autrement dit, dans la forme même du texte, mais il est objet de fiction. Et la littérature du XXe siècle compte énormément de ce qu'on pourrait appeler de fables cratiliennes, c'est-à-dire effectivement de récits vous donnant utopiquement la sensation que le langage peut créer la chose. Alors je ne pouvais pas vous citer en la matière sans doute le plus beau texte de Giono là-dessus, sur ce sujet, alors qui illustre une topique que le XXe siècle a surexploité. Et bon, c'est là-dessus que j'ai fait l'article. Malheureusement, ça n'avait jamais été identifié comme tel. C'est la topique de la leçon de poésie. Il y a quantité de romans qui, en leur sein, mettent en scène un maître s'adressant à un élève et leur expliquant souvent, parce que c'est souvent le cœur de la leçon, ce qu'est la métaphore et ce que sont les vertus de la métaphore. Et cette scène de la leçon de poésie, vous la retrouvez à des dizaines, des centaines d'exemplaires. Alors la plus belle leçon de poésie que vous avez chez Giono, c'est dans un texte peu connu, je vous engage vivement à le lire si vous ne le connaissez pas. C'est un texte qui a été inachevé et qui s'appelle « Pour saluer Melville ». Alors c'est en réalité le début d'une biographie de Herman Melville, romancier que Giono adorait, qui lui avait été demandé par une librairie américaine. Et Giono a commencé la biographie, et puis il s'est pris à son sujet, comme d'habitude, et il a commencé un extraordinaire roman. Il laisse tomber les œuvres de Melville. Melville apparaît comme un poète à l'état sauvage, extraordinaire, n'est-ce pas? Et il y a une scène prodigieuse où l'on voit Melville faire un voyage en diligence accompagné d'une femme. Et au bout d'un moment, il s'ennuie, la diligence s'arrête, et il s'adresse à la femme et il lui redécrit le paysage. Et le verbe de Herman Melville refaçonne sans arrêt le paysage à sa guise. Donc c'est une sorte de performativité magique, n'est-ce pas, qui est due au verbe poétique de Melville. Donc si ce n'est pas du cratilisme, qu'est-ce que c'est? C'est un pouvoir démesuré de faire naître la chose par le mot. Donc matérialité absolue. Alors je vous lis le texte, je l'ai résumé maladroitement, vous allez voir c'est beaucoup plus beau dans la prose de Giono. Il écrit ceci. Alors Herman se mit à parler du monde qui était là devant eux. Des orages d'automne étaient couchés sur tout le pourtour du plateau.
il montra une échancrure de ciel entre deux accumulations de nuages neigeux. Elle avait la forme d'une feuille. Elle était d'un vert nocturne et l'on voyait la profondeur des espaces se creuser à travers la couleur. Vous souvenez-vous d'avoir tenu dans vos mains une feuille de laurier? Oui, alors c'est une forme de maïeutique, hein, vous allez voir, c'est très, très, très curieux. Vous souvenez-vous la couleur de la feuille? Oui. Sombre, comme la nuit, oui. Mais quand même verte, oui. D'un vert qui semble venir de très loin et monte à travers la couleur sombre comme si la feuille était un monde. Oui. Comme si des gouffres extraordinaires s'ouvraient dans la feuille, oui. Et brusquement, elle eut cette échancrure de ciel dans la main, elle sentait les gouffres du ciel s'approfondir dans sa main, du mot à la chose, et avec toute la consistance de la chose. C'est un rêve, mais c'est un rêve qui est bien dit. Il la faisait exister, alors ça c'est pour faire le pont avec Proust, il la faisait exister non plus comme une femme assise à côté d'un homme sur l'impériale de la Malle de Bristol, mais comme une propriétaire absolue du temps. Parce que grâce à cette magie verbale, elle va retrouver toute son enfance dans la suite de ce que je vous ai dit. Donc voilà comment on peut essayer de couvrir à peu près les variétés diverses du cratinisme, n'est-ce pas, sans trop, je ne me fais pas d'illusions, sans trop simplifier les choses. Alors, le débat est cornélien, parce que j'ai le temps de commencer le troisième volet, mais je n'aurai pas le temps de le finir. Donc, Emmanuel, qu'en penses-tu? On s'arrête là et on passe au débat. Parce que bon, le volet suivant, c'est donc le principe du mot vedette chez l'auteur. Et j'avais pris comme exemple assez rapide, c'était juste pour vous donner une idée, le cas de Supervielle. Le texte qui nous servira d'illustration pour ce dernier aspect, c'est la prochaine fois La chute de Camus, dont je vous ferai une lecture approfondie, n'est-ce pas? Alors, à la limite, l'étude de Supervielle peut servir de préambule la prochaine fois à l'étude de ce troisième volet, et on peut la reporter. Bon, écoutez, je vais faire la chose suivante. On va tenter. Je vais résumer et accentuer surtout sur la fin. Je fais confiance à vous. Vous regarderez les exemples que je sauterai. Hein. J'espère être assez clair. Comme ça, on pourra tout faire tenir. Alors, je prends donc le dernier point. Excusez-moi, mais c'est plus agrafé. J'ai mélangé, mais... Voilà. Bon. Alors, je vous ai dit que je vous ai lu le principe d'ordre tout à l'heure. Hein. J'insiste sur l'extrait de la citation qui est « sans aucun mot qui reste au dehors, qui soit réfractaire à cette assimilation ». Vous allez voir pourquoi. Alors l'idée est la suivante, hein, le style étant profondément cohérent, eh bien obligatoirement tous les mots sont vus à travers la même lumière et certains mots vont même devenir la réduction consistante de tout un univers stylistique, le mot consistant chez Proust, ou alors chez Supervielle, le mot flottement. C'est le mot-clé de l'œuvre de Supervielle. Alors, vous voyez que pour moi, l'étude de style de l'auteur commence toujours par la même formule. Vous l'avez, vous le voyez, page 8. C'est le complexe sémantique de et l'ordre de. Un mot qui est complexe sémantique étant la réduction et la synthèse de tout un ordre stylistique. Alors, pour Supervielle, c'est le mot flottement. Et l'ordre, alors je l'ai appelé de l'ontologie mêlée. Pourquoi ? Parce que, et si vous connaissez un peu Supervielle, ça saute aux yeux, là c'est pas difficile, il y a des œuvres où c'est plus difficile. Toutes les créatures de Supervielle ne sont ni mortes, ni vivantes, elles sont perpétuellement entre deux états, elles flottent entre deux états, et comme elles sont dépourvues de leur matérialité première, certes elles flottent au sens de, elles sont dans la pesanteur, mais elles hésitent perpétuellement entre deux états. Et c'est cette forme d'hésitation dont on a dit, vous savez que Supervielle était d'origine en partie uruguayenne, dont on a dit qu'elle avait beaucoup subi l'influence de ce qu'on appelle dans la littérature sud-américaine le réalisme magique, la possibilité, si vous voulez, de voir des manifestations de l'au-delà venir habiter le présent immédiat. Alors, cette incertitude, cette ontologie mêlée, ça va vous rappeler le principe de non-contradiction, c'est la coordination d'un être et d'un n'être pas. C'est toujours être et n'être pas.
mais de 3 manières. Alors, vous l'avez sous le petit a, le petit b, le petit c. Le petit a, être et n'être pas, se décline comme un n'être pas encore, et c'est l'incertitude, le flottement entre 2 instants. Être et n'être pas, c'est l'incertitude entre être et n'être plus. C'est être à la fois vivant et mort, et c'est bien entendu, c'est sur ça qu'on va terminer, le cas, vous le savez, de l'enfant de la haute mer, c'est l'œuvre la plus célèbre du Supervielle, mais attention, on lit souvent cette ânerie, on vous dit, ah ben cette petite fille est à l'état de fantôme. Non. Les personnages de Supervielle ne sont pas à l'état de fantôme, ce sont tous des fantômes d'état. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir précisément s'ils sont véritablement ou vivants ou morts. Autrement dit, leur état même est fantomatique, ce ne sont pas eux qui sont fantômes, ils sont incertains. Et enfin, le être et le n'être pas va se conjuguer par un être sans. Supervielle décrit sans arrêt des choses qui ne sont présentes que par un de leurs fragments. Et il dissocie ce fragment de tout le reste. Donc c'est être sans qui est une manière d'être entre être et n'être pas. Donc, le principe est le suivant. Pourquoi dit-il sans un seul mot qui reste réfractaire à cette assimilation? Parce que, attention, le moindre détail de l'œuvre, va devoir se lire à travers ce prisme sémiotique et attire à lui n'importe quel détail. Alors, je vais vous donner un exemple, là, ce sera le mot de la fin. On va prendre la dernière page, enfin, le bas de la page 9 et la page 10. J'ai donc pris l'enfant de la haute mer. Vous savez que l'enfant de la haute mer, je reviens un instant, excusez-moi, au bas de la page 8 et de la page 9, pour vous lire la façon dont est présenté l'enfant. Il est dit ceci. Marin qui revais en haute mer, les coudes appuyés sur la lisse, craignez de penser longtemps dans le noir de la nuit à un visage aimé. Vous risqueriez de donner naissance, dans des lieux essentiellement désertiques, à un être doué de toute la sensibilité humaine et qui ne peut pas vivre, ni mourir, ni aimer, et souffre pourtant comme s'il vivait et aimait et se trouvait toujours sur le point de mourir. Donc il est mort sans être mort tout en étant mort. On ne sait plus où on en est. Un être infiniment déshérité dans les solitudes aquatiques, comme cet enfant de l'océan né un jour du cerveau de Charles Liévin de Steenward, matelot de pont du 4 mâts Le Hardy, qui avait perdu sa fille âgée, attention, de 12 ans, pendant un de ses voyages, et une nuit, par 55 degrés de latitude nord et 35 degrés de longitude ouest, pensa longuement à elle avec une force terrible pour le plus grand malheur de cet enfant. Et il a fait naître de sa pensée. C'est ce qu'on appelle étymologiquement, donc, là on trouve un état, ce qu'on appelle un ectoplasme. Au sens étymologique, un ectoplasme, c'est une créature qui naît de la pensée de quelqu'un, n'est-ce pas? Mais évidemment, elle est totalement immatérielle. Qu'est-ce que viennent faire ces coordonnées géographiques? On se dit, tiens, il s'est amusé, un trait d'humour, ça ne peut pas être du réalisme, parce que dans un texte comme ça, n'est-ce pas? Alors, la curiosité un jour m'est venue, de guerre lasse, d'ouvrir un atlas. Et un atlas, le grand atlas Larousse universel, celui, évidemment, que Supervielle pourrait consulter. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vérifié sur Internet, et pour à cause du réchauffement climatique, les latitudes ont dû changer. Mais 55 degrés de latitude nord, 35 degrés de longitude ouest, exactement un peu au large de la côte est du Groenland, c'est ce que les atlas appellent la limite des glaces flottantes. Autrement dit, c'est l'endroit exactement où ce qui était glace n'est plus glace, sans encore totalement devenir eau. C'est la transition entre deux états et entre deux, par conséquent, possibilités d'être. Vous voyez que même la géographie n'échappe pas au prisme de l'ordre, n'est-ce pas, qui a sa logique jusqu'au bout. 12 ans, enfin, pour terminer. Elle meurt à l'âge de 12 ans et elle ne grandira plus, elle va rester à 12 ans. Alors là, il s'est amusé, regardez, je vous ai mis un certain nombre de citations, dont je reviens à la page 10. Le village se situe sur un gouffre de 6000 mètres. 6000 mètres, c'est pas un hasard, hein, c'est 12 fois 500, c'est un multiple de 12.
L'enfant monte au clocher, il pense qu'il y a 500 marches, non, il en a 92. Alors, ce n'est pas un multiple, mais c'est 80 plus 12. L'enfant lit un livre de grammaire, oui, un herbier. Hein. Alors, regardez en 4. Le livre s'ouvre à la page 60, 5 x 12, et ça s'ouvre sur l'exercice 168, 12 x 14. Bon. Il n'y a que un cas, mais ça c'est pour tromper l'espion bien entendu, hein, c'est celui de l'herbier, 898 figures, j'ai calculé avec ma calculette, ce n'est pas un multiple de 12, mais ça c'est pour égarer, bien entendu c'est un trait d'humour, c'est pour égarer la chose. Donc rien n'échappe au chiffre 12, et 12, qu'est-ce que c'est? 12, c'est le milieu. C'est le milieu, c'est la frontière entre ce qui est avant et après, c'est exactement la balance entre deux états. C'est ce qui n'est déjà plus, ce qui n'est pas encore. Donc l'horaire, enfin, le chiffre n'est pas un hasard, c'est à nouveau un système de frontières incertaines, d'ontologie mêlée, bien entendu. Voilà, alors c'est ce principe-là, hein, en beaucoup plus compliqué, que nous verrons avec Camus. Une spécialiste de Camus a dit, de l'œuvre de Camus, Camus a écrit toute sa vie, a réécrit toute sa vie l'envers et l'endroit. Et vous savez que l'envers et l'endroit, c'est le premier recueil de nouvelles qu'il a fait paraître. Et l'œuvre de Camus se lit par un ordre de l'envers et l'endroit. Et le summum du travail sur cet ordre, c'est la chute. Et vous verrez, nous occuperons presque toute la séance avec un mot. Un mot dont je vous assure, j'ai beaucoup travaillé Camus, j'ai beaucoup lu sur Camus. Pas une critique de Camus, pas un universitaire n'a parlé de ce mot. On l'a toujours écarté, hein, comme s'il était sans importance. Vous connaissez la formule d'Andy Warhol, le diable est toujours dans le détail. Donc surtout, quand vous ferez de la littérature, ne laissez pas passer le détail. Ne laissez pas passer le détail, c'est toujours dans les détails que ça se passe. Voilà. Un quart d'heure. Des questions ? Des questions. Il y en a une, si on ne me la pose pas, je répondrai, parce que j'attendrai. Excusez-moi, vous êtes très gentil d'applaudir, mais j'ai remonté trop vite. Je bascule un peu, c'est un peu bon. Oui. Bonsoir. Dans votre énumération des 4 cas du cratilisme, vous avez parlé, vous avez donné l'exemple du mot forcené. Et ce qui me frappe là-dedans, c'est que vous présentez la chose comme étant le fruit d'une construction savante, à la fois consistante et consciente. Je vous ai dit que ce qu'on appelle le cratilisme secondaire, c'est-à-dire la motivation intralinguistique, était connu en philologie sous le nom d'étymologie populaire ou seconde. L'étymologie populaire ou seconde n'est pas un fait savant. Au contraire, c'est un fait populaire, ça émane de l'usage quotidien qui remotive de lui-même les mots. Ce dont j'ai dit que c'était délibéré, savant et artefact, c'est l'étymologie poétique qui en réalité procède comme l'étymologie seconde, mais de façon délibérée, et bien entendu à des fins expressives. Voilà. Donc la forme, le profil, si vous voulez, du procédé est le même, mais pas la finalité ni les origines. Non, pas du tout. Oui, ok, mais ça c'est la justification a posteriori, qui n'a rien de la formation des mots. C'est pas... La justification de quoi? De l'étymologie seconde ou de l'étymologie poétique? Plutôt la poétique. Ah, mais l'étymologie poétique, vous savez très bien que, comme dit Claudel, les mots de la poésie, ce sont les mêmes que tous les jours, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. La poésie cherche obligatoirement d'ouvrir de nouvelles voies de signification et de nouvelles représentations. Donc, quand elle fait une étymologie poétique, c'est pour, avec un mot, vous adresser à un autre univers que celui auquel il vous adresse normalement. C'est une retrempe du mot. Alors, bien entendu, là, avec la rose, c'est pour un effet de pseudo-naïveté, bien entendu, de poésie. Ça peut avoir d'autres, vous avez vu avec Lisberg, hein, mais c'est pour ouvrir de nouvelles voies de signification, bien entendu. Bah, très bien, mais en fait,
Pour moi-même, les choses se passent d'une manière beaucoup plus prosaïque. C'est que souvent, le langage, comme toutes les histoires ou les légendes, naissent, on ne sait pas où, comment, ni où. Puis elles sont colportées Oui, alors de là, proche en proche, et ça finit par avoir une certaine consistance oui. qui n'a rien de déterministe. Non, non. Alors c'est un processus tout à fait, je dirais, c'est même pas aléatoire. Dans la mesure où ce qui est pas aléatoire, il est soumis à des lois, c'est quasiment erratique. Mais là, cher monsieur, nous refaisons le débat bien connu au début du romantisme entre Grimm et Brentano, c'est-à-dire l'époque où les poètes allemands tenaient pour une forme savante de la poésie et se disputaient avec des Allemands qui trouvaient que la vraie poésie était du côté des contes populaires. Bon. Et c'est Schiller qui a mis fin à ce débat en disant « Mais écoutez, la poésie savante se ressource aux formes populaires, mais la forme populaire n'est pas à opposer aux poésies savantes. » Les deux sont possibles. Hein. Moi, en tant que linguiste, je traite de formes savantes. Hein. Bon, et ne me demandez pas s'il l'a fait exprès, surtout pas. Ça, je ne réponds pas à cette question. Mais il y a une dame là. Ce n'est pas vraiment une question, plutôt une remarque. Oui. Tout à l'heure, quand vous avez corrigé le lapsus calami de verte oui. en certes, il se trouve que avant qu'on arrive à ce point-là, j'avais parcouru le paragraphe oui. et puis j'avais construit une interprétation à partir de verte et ça collait bien parce que vous avez un grand morceau de pays forestier, oui. la chevelure des racines de sapin, les mousses. Alors je me suis dit que tout ça, c'était contenu dans verte et que ça allait tout à fait à l'appui de votre thèse. Désolé de vous avoir coupé l'herbe sous les pieds, si je puis dire. Mais bon, c'était pas ça. Oui, mais bon, vous savez, comme disait je ne sais plus qui, l'esprit, c'est dans Gracq, l'esprit fabrique du cohérent à perte de vue. Voilà. Exactement. Mais bon, c'est le problème de l'approche littéraire. Bon, c'est une approche rationaliste, mais bon, ça nous apporte quand même des éléments pour une lecture plus approfondie du texte. Ça, c'est un truisme. Oui, c'est sur les différents aspects du mot consistant, parce que dans l'exemple de Proust, le mot consistant, c'est raccordé, qui raccorde non seulement la phrase, les mots, mais les temps, donc qui fonctionne comme une copule. Oui. Alors que chez Supervielle et un peu Desnos, le mot consistant, c'est des modalisations de lettres. Et à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas requalifier mot consistant qui opère les temps, c'est le choix de l'auteur, hein. Et le mot consistant qui modalise, alors soit l'état du réel, mais qui n'est pas opérateur à ce moment-là. Je vous le concède tout à fait. Là, je suis allé trop vite, j'ai posé la chose. Il va de soi que le mot consistant, il faudrait commencer, si on avait un séminaire par exemple, par une description beaucoup plus exacte de sa compréhension sémantique, puisqu'il est évident que le mot appartenant à un idiolecte, il a certes en partie le sens de la langue commune, mais il est infléchi par un auteur, ça, tous les auteurs le font. Donc il faut donner une compréhension exacte du mot. Et c'est d'autant plus nécessaire que c'est le problème que vous abordez. Selon l'esthétique de tel ou tel auteur, ce n'est pas tout à fait le même sème inhérent à consistance qui sera mis en valeur. Il est évident que chez Proust, non seulement il y a le sème de simultanéité, faire tenir en même temps, mais il y a le sème de matérialité retrouvée. Parce que lorsque le temps est retrouvé, on retrouve les choses sous leur aspect premier. Chez Giono aussi, mais chez Giono, ce sera plutôt la matérialité qui l'emportera plutôt que la victoire sur le temps. Quant à Supervielle, on s'éloigne évidemment du cœur sémantique, il n'en reste pas moins que perdure la possibilité, la tentative de dire deux choses en même temps, d'associer deux choses en même temps. Donc c'est faire tenir ensemble deux choses, obligatoirement. Donc on n'en sort pas. Mais si vous voulez, la consistance, il faudrait penser comme un noyau sémantique et puis le penser ensuite comme une périphérie. Plus on s'éloigne du centre, moins il reste sans doute d'aspects centraux de consistance. Ça ne veut pas dire que les auteurs, dans le travail des mots, échapperont complètement à ce principe de travail en profondeur du mot. Voilà. En poussant l'analyse, on ne pourrait pas dire que, en restant sur l'esthétique de Proust, raccorder les temps, le flottement de Supervielle, il y a aussi beaucoup de flottement chez Desnos, ça dirait l'impossibilité de raccorder les temps.
ce que vous avez envisagé sur l'aspect simultané, traiter la simultanéité. Oui, mais alors à ce moment-là, oui, mais je dirais que la catégorie du temps, d'ailleurs ça se voit bien avec l'enfant de la haute mer, elle est morte à 12 ans, le temps s'arrête. Donc la catégorie du temps n'a pas du tout la même pertinence que chez Proust, bien entendu. Donc à ce moment-là, de soi-même, ça tombe en quelque sorte. Ça fait partie des choses qui sont un petit peu écartées. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Mais je suis d'accord. Bon, pardonnez-moi simplement le fait que je suis obligé de passer très vite. Mais c'est sûr que le mot consistance, bon, il faudrait faire une définition de dictionnaire très, très, très précise. Ça nous aurait pris plus d'1 heure. Hein. Bon, Oui. Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, vous avez parlé du fait que le langage peut créer la chose oui. et également faire naître la chose par le mot. Donc c'est une question que j'ai depuis quelque temps. Quel est le plus grand? Est-ce que c'est le langage qui crée la chose ou c'est le mot qui va créer ou c'est l'inverse? Alors, vous verrez dans le résumé de la problématique que j'ai mis à la fin de l'exemplier. J'évoque le fait que le style, bon, je repars de la notion de mot d'ordre, hein, le mot important comme... cette théorie du style montre, bon, c'est une idée qui n'est pas neuve, bon, que le style est sans doute la meilleure, le style d'auteur, hein, c'est la meilleure illustration de ce que l'on a appelé en philosophie le nominalisme. Vous savez qu'il y a en matière de philosophie du langage, il y a notamment 2 écoles qui s'opposent, ça peut recouper ce que vous dites, il y a le réalisme et le nominalisme. Alors le réalisme postule que c'est en réalité la langue qui est assujettie au monde, c'est le monde qui donne ses instructions à la langue, qui crée les mots nouveaux, qui en fait changer le sens, etc. Puis l'autre école, c'est ce qu'on appelle le nominalisme, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'existe de monde véritable que celui que nous avons nommé, et c'est le langage qui organise en fait la structure du monde. Bon. Alors, c'est d'autant plus vrai lorsque vous avez affaire à un texte de fiction, bien entendu. Alors, pour les textes de fiction, là, je vous réponds sans hésiter, hein, la perspective première, c'est évidemment la perspective nominaliste, parce que le style crée de toutes pièces de nouvelles références en usant des mots. Donc, le style est essentiellement nominaliste. Il pose par les mots un univers qui, sans lui, évidemment, n'existerait pas ou n'existerait pas de la même manière. Alors, cela dit, attention, ne confondez pas 2 choses. Hein. Il y a la fable de la nomination et il y a l'acte nominaliste. La fable de la nomination, c'est celui de Herman Melville. C'est une parole magique, ça n'a rien de scientifique, c'est du romanesque, n'est-ce pas? C'est des histoires à dormir debout, comme tout le cratilisme, bien entendu, c'est une fable. En revanche, le nominaliste, ça oui, c'est important. Bon, vous savez très bien ce que disait Saussure. Il disait « chaque mot a le sens que n'ont pas les autres ». C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont les mots qui, en se joignant les uns les autres, proposent un certain découpage du réel. Et donc, bien entendu, la perception du monde que nous avons, elle n'est pas objective. Elle passe nécessairement par le prisme, ce qu'on appelait le prisme sémio-référentiel, c'est-à-dire le prisme des mots. Vous connaissez bien, les exemples sont très, très, très connus. Le fait, par exemple, qu'en français, la lune soit féminine et le soleil masculin, a donné, évidemment, un profil mythique à la lune et au soleil. Eh bien, il est complètement différent en allemand, tout simplement parce qu'en allemand, la lune est masculin et le soleil est féminin. Et à partir de là, bien entendu, toutes les visions sont possibles. C'est le langage qui est premier, incontestablement. Incontestablement. S'il y a pas d'autres questions, j'ai juste une précision à apporter, elle est importante, enfin pour moi en tout cas. J'abuse de votre patience, mais après c'est fini, c'est promis. Oui. Je m'étonne que personne ne m'ait posé la question, c'est la preuve que c'est sorti un peu de mode. En réalité, l'étude que j'ai faite de raccorder par rapport à corde, à dé, à quart, l'olive par rapport à ovale, violet et compagnie, hein, ça fait penser à la fameuse fonction poétique de Jacobson, hein, dans ces éléments linguistiques. Oui. Jacobson dit qu'il pensait avoir trouvé le sésame de la littérature. Il dit que la littérature, c'est la fonction poétique, c'est lorsque l'équivalence paradigmatique est projetée sur l'axe syntagmatique. L'axe syntagmatique, c'est l'axe du discours. L'axe paradigmatique, c'est l'axe, vous le savez, virtuel des ressemblances. Alors, quand Baudelaire écrit « Tant les chevaux du temps lentement se dévident », que fait le vers? Il déplie le paradigme, il déplie la chaîne des associations. Donc, vous pourriez penser que c'est ce que fait Giono, c'est ce que fait Proust. Mais il y a une différence. C'est que la fonction poétique telle que Jacobson l'a décrit, et vous savez qu'on lui a reproché que
c'est pas que la littérature qui fait ça, puisque Jacobson prend le fameux slogan « I like Ike », qui montre très bien que même le slogan publicitaire le plus bête fait comme la poésie, donc il avait raté son coup. Donc ce n'est pas du tout un dépliement syntagmatique. Vous voyez que le travail, c'est le travail inverse. C'est-à-dire il faut qu'un seul mot arrive à condenser tout un ensemble. Autrement dit, le travail de consistance, c'est le travail d'inclusion du paradigme dans une unité lexicale. Et ce n'est pas le dépliement du paradigme sur la chaîne syntagmatique. C'est encore autre chose. Sinon, évidemment, il n'y a pas de consistance, c'est évident. Voilà, donc vous ne confondiez pas les deux. Voilà, je vous ai assez fait souffrir, je pense, comme ça. Donc... Merci Gérard, merci à tous de votre attention. Oui, juste un détail, pardon, je fais le maître d'école épouvantable. Ce n'est pas une invitation à revenir la prochaine fois, mais si jamais vous revenez, et je vous engage à venir parce que La Chute est quand même un livre, si on ne l'a pas étudié de près, on n'est pas le même homme quand même. Après, vous verrez, c'est bizarre. Ça fait 100 pages, c'est une nouvelle. Si vous avez le temps, là, pitié pour les cagneux, mais bon, si vous avez le temps, d'ici la prochaine fois, essayez de lire au moins en diagonale. Le 2 mars. D'ici, vous avez un peu de temps. Bon. Au lieu d'aller au ski en février, vous lisez La Chute, puis vous revenez au phare. On va faire les deux, oui. Mais attention, c'est dangereux de lire La Chute sur les pistes. Comme le nom l'indique. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Pour le deuxième volet de ce cycle sur l'art du langage, donc le 2 mars prochain, la programmation de la BPI continue et donc mercredi prochain, la séance de clôture de notre cycle sur psychiatrie, psychanalyse et malaise social. Voilà, donc venez aussi nombreux. Et puis aussi pour toutes les autres dates du cycle Le pouvoir des mots que j'évoquais au début de cette séance. Merci à vous. Au revoir.